Je m'appelle Adrien. J'ai 34 ans et ma famille a tenté de détruire ma vie par vengeance, pour finir par détruire la leur en s'introduisant chez un parfait inconnu avec des pieds de biche. Avant de vous raconter le moment glorieux et bouleversant où ils ont réalisé leur erreur depuis l'intérieur d'une salle d'interrogatoire de police, faites-moi une faveur et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces histoires peuvent voyager. Très bien, allons-y. L'appel est arrivé à 2 heures du matin. Vous savez, ce genre d'appel, celui qui vous arrache à un sommeil profond où votre cœur essaie immédiatement de s'échapper de votre poitrine avant même de savoir qui c'est. La pièce était plongée dans le noir, à l'exception de la lueur agressive et pulsante de mon téléphone sur la table de chevet. À côté de moi, Anna a bougé, laissant échapper un léger gémissement de protestation contre le dérangement. J'ai tâtonné pour prendre l'appareil, plissant les yeux contre la lumière crue. Numéro inconnu. Ma première pensée fut une urgence à la ferme de serveurs. Je travaille comme ingénieur logiciel principal et si un système tombe en panne, c'est moi qu'on appelle quelle que soit l'heure. Mais d'habitude, ces appels proviennent d'un contact enregistré. J'ai glissé pour répondre. Ma voix était épaisse de sommeil et d'irritation. Allô. Une voix d'homme, calme, officielle et complètement dépourvue de chaleur, a coupé le silence. Est-ce Adrien Miller ? Je me suis assis, les draps s'accumulant autour de ma taille. L'adrénaline a frappé mon système comme un shot d'espresso. Oui. Qui est-ce ? Ici l'agent Ramirez du département de police de Lakewood. J'appelle concernant vos parents, Richard et Eleanor Miller, et votre frère, Léo Miller. Mon souffle s'est coupé. Lakewood ? C'était ma vieille ville natale, à des centaines de kilomètres de l'endroit où j'étais assis à Austin. Je n'avais parlé à aucun d'eux depuis 5 ans. Pas un seul mot, pas une carte de Noël. Rien. Que s'est-il passé, ai-je demandé, la question ayant un goût de rouille dans ma bouche. Sont-ils morts ? C'était un réflexe, un vieil instinct que je pensais avoir tué il y a longtemps. Malgré tout ce qu'ils m'avaient fait, malgré la toxicité et le silence, le fil biologique était toujours là, bourdonnant d'une panique de basse tension. Ils sont physiquement indemnes, monsieur, a dit l'agent Ramirez. Son ton était inébranlable, professionnel. La voix d'un homme qui a tout vu et que rien n'impressionne. Cependant, ils ont été placés en garde à vue. Garde à vue, ai-je répété, faisant glisser mes jambes hors du lit. Le sol était froid contre mes pieds nus. Pourquoi ? Ils ont été appréhendés il y a environ 1 heure pour effraction criminelle, intrusion criminelle et destruction criminelle de propriété. J'ai serré l'arête de mon nez, essayant de comprendre ces mots, effraction. Mes parents avaient la 60aine. Mon père, Richard, avait de mauvais genoux et un tempérament colérique, mais ce n'était pas un cambrioleur. Ma mère, Eleanor, était une femme qui s'inquiétait de ce que les voisins pensaient si l'herbe était un quart de pouce trop haute. Et Léo, mon frère, était un gosse gâté et paresseux qui pensait que le travail manuel était quelque chose que les autres faisaient. Il ne s'introduirait pas dans une maison. Il embaucherait quelqu'un pour le faire et ensuite ne le paierait pas. Je ne comprends pas, ai-je bégayé. Où ? Chez qui ? Et puis l'agent Ramirez a prononcé les mots qui ont fait frissonner tout mon corps. Une sensation froide qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Au 114 Willow Creek Drive. Les suspects ont insisté sur le fait qu'ils entraient dans la propriété de leur fils. Ils étaient assez bruyants à ce sujet pendant leur détention. Cependant, l'actuel propriétaire, une madame Evelyn Gable, a déclaré qu'elle ne les avait jamais vus de sa vie. C'est elle qui a appelé le 911 depuis sa salle de bain verrouillée pendant qu'il détruisait son salon. 114 Willow Creek Drive. Ma maison. Ou du moins c'était ma maison. Une étrange sensation de froid m'envahit. Ce n'était ni de l'appréhension ni de la peur. C'était quelque chose de tout à fait différent. Quelque chose de vif et de clair et d'une finalité dévastatrice. C'était la sensation d'un piège qui se referme. Mais ce n'était pas moi qui avais la jambe dans les mâchoires de métal. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre de mon appartement, regardant les lumières scintillantes d'Austin. « Monsieur Miller, êtes-vous toujours là ?» a demandé l'agent. « Je suis là », dis-je. Ma voix était calme maintenant, le sommeil complètement disparu. J'écoute. Compte tenu de la gravité des dégâts,
les estimations préliminaires sont d'environ 40 000 $. Et le fait qu'ils aient revendiqué une relation familiale avec le propriétaire aux agents intervenants, nous avons besoin que vous veniez ici. Ils exigent de vous parler. Ils affirment que vous allez régler tout ce désordre. J'ai failli rire. Un son amer et rauque qui est resté coincé dans ma gorge. Bien sûr qu'ils le pensaient. Ils pensaient que j'étais leur filet de sécurité. Ils pensaient que j'étais leur homme à tout faire. Ils pensaient que le monde fonctionnait comme ils voulaient qu'il fonctionne parce qu'ils étaient les Miller et que j'étais juste Adrien, la ressource à exploiter. Je serai là, dis-je. C'est 4 heures de route. Gardez-les séparés si vous le pouvez. Nous l'avons déjà fait, monsieur. Conduisez prudemment. La ligne est devenue silencieuse. Anna était assise maintenant. La couette tirée jusqu'à son menton. Ses cheveux noirs étaient en bataille, ses yeux grands ouverts d'inquiétude. Adrien, qu'est-ce que c'est? Qui était-ce? Je me suis tourné vers elle et pour la première fois depuis des semaines. Le nœud d'anxiété qui vivait dans mon plexus solaire avait disparu. C'était la police de Lakewood. Ma famille. Ils ont cambriolé la maison. La main d'Anna a volé à sa bouche. Oh mon Dieu, tu vas bien? Ont-ils blessé quelqu'un? Ils ont détruit le salon, dis-je en me dirigeant vers le placard pour prendre ma valise. Ils pensaient que j'étais à l'intérieur ou du moins que c'était toujours chez moi. Ils sont entrés avec des pieds de biche. Des pieds de biche? Murmura-t-elle, horrifiée. Pour faire quoi? Pour te faire du mal. Peut-être, dis-je en enfilant un jean. Ou juste pour faire du mal à ce que j'ai. Pour briser ce que j'ai construit. C'est leur style. S'ils ne peuvent pas le contrôler, ils le détruisent. J'ai fermé ma valise. Mais voilà, Anna. Ils ne se sont pas introduits chez moi. Une longue prise de conscience a éclairé son visage. Elle savait. Elle était la seule à connaître l'ampleur totale des mouvements secrets frénétiques que nous avions faits le mois dernier. Un petit sourire triste a effleuré ses lèvres. Madame Gable. Madame Gable, ai-je confirmé. Ils ont terrorisé une veuve âgée parce qu'ils étaient trop aveuglés par la cupidité et la rage pour vérifier les registres immobiliers. Je me suis dirigé vers le lit et j'ai embrassé son front. Je dois y aller. Je dois aller jusqu'au bout. C'est ça, Anna. C'est la fin. Fais attention, dit-elle en me prenant la main et en la serrant fort. Ne les laisse pas te ramener. N'oublie pas que tu ne leur dois rien. Pas un seul centime. Pas une seule minute de ta paix. Je sais, dis-je. Et pour la première fois de ma vie, je le croyais vraiment. Le trajet jusqu'à Lakewood fut un flou de lumière d'autoroute et de tronçons sombres de l'autoroute inter-État du Texas. Je n'ai pas écouté la radio. J'ai juste écouté le bourdonnement des pneus sur l'asphalte, laissant mon esprit rejouer les événements qui nous avaient conduits ici. C'était une tragédie, vraiment, une farce shakespearienne d'arrogance et de stupidité. Mais pour comprendre comment mon père de 60 ans s'est retrouvé menotté et comment ma mère s'est retrouvée face à une accusation de crime au lieu d'organiser son club de bridge, il faut remonter le temps. Il faut comprendre la dynamique. Il faut comprendre l'argent. Le plus important, il faut comprendre l'enfant prodige. Je me suis garé sur le parking du poste de police de Lakewood juste au moment où le soleil commençait à teinter le ciel oriental d'un gris pâle et maladif. Le bâtiment était une forteresse de briques trapues, peu accueillante et froide. J'ai garé ma voiture, une berline raisonnable et fiable, rien à voir avec les locations flashy que Léo aimait exhiber, et j'ai pris une grande inspiration. L'air sentait le béton humide et la pluie imminente. Je suis entré dans le hall, les lumières fluorescentes bourdonnant au-dessus. L'agent Ramirez m'a rencontré à la réception. Il avait l'air fatigué, une tasse de café en polystyrène à la main. C'était un homme imposant, solide, avec des yeux qui m'ont évalué en une fraction de seconde. « Monsieur Miller, c'est moi, dis-je. Merci d'être venu si rapidement. Ça a été une nuit intéressante. Où sont-ils? Salle d'interrogatoire B. Ils ont renoncé à leur droit de garder le silence de manière assez libérale, a dit Ramirez sèchement. Surtout pour crier à quel point vous êtes ingrat et que tout cela est un malentendu. Votre frère pleure. Votre père menace de poursuivre le département. Ça a l'air juste, dis-je. Et Madame Gable?
Le visage de Ramirez s'édurcit. Elle est très choquée. Son fils est avec elle maintenant. C'est une femme coriace, mais avoir 3 personnes qui défoncent votre porte-fenêtre à 1 heure du matin avec des armes. Ça laisse des traces. Elle veut porter plainte. Elle parle d'une action civile pour les dommages et le stress émotionnel. Son avocat est déjà au téléphone. Bien, dis-je. Elle devrait. Ramirez a incliné la tête, m'étudiant. Vous ne semblez pas surpris. Je ne le suis pas, dis-je. Je suis juste fatigué. Eh bien, ils vous attendent. Ils semblent penser que vous pouvez agiter une baguette magique et faire disparaître les crimes. Ils n'arrêtent pas de parler d'affaires de famille. J'ai laissé échapper un court rire sans humour. Agent Ramirez, les personnes dans cette pièce ont cessé d'être ma famille il y a 5 ans. Aujourd'hui, je ne suis qu'un témoin de leur autodestruction. Ramirez a hoché la tête lentement. Par ici, il m'a conduit dans un couloir stérile, le linoléum grinçant sous mes chaussures. Nous nous sommes arrêtés devant une porte lourde avec une petite fenêtre renforcée. Regardez, a-t-il dit. J'ai avancé et j'ai regardé à travers la vitre. Ils étaient là. Mon père, Richard, affalé sur une chaise en métal, le visage rouge d'effort et de colère, son coûteux polo déchiré à l'épaule. Ma mère Éléanore, le visage strié de larmes de mascara, se rongeant nerveusement les cuticules. Et Léo, mon frère Léo, il était recroquevillé dans le coin, la tête dans les mains, se balançant d'avant en arrière. Il semblait petit. Il semblait pathétique. Et ils n'avaient absolument aucune idée que le piège dans lequel ils étaient tombés était de leur propre fabrication. Pour vraiment comprendre pourquoi je n'ai ressenti aucune pitié en regardant mes parents derrière cette vitre, il faut comprendre la chronologie. Il faut remonter le temps de 5 ans. J'avais 29 ans alors, travaillant comme ingénieur logiciel junior. Pendant cette longue année, depuis la fin de mes études, j'avais vécu comme un moine. Pendant que mes amis partaient en voyage à Cabo ou achetaient de nouvelles voitures, je conduisais une Honda Civic de 10 ans avec un pare-choc fissuré et un lecteur de cassettes qui ne jouait qu'une seule face. Je prenais un sandwich au jambon pour le déjeuner tous les jours. Mon appartement était une boîte à chaussures dans un quartier douteux de la ville où les sirènes étaient ma berceuse. J'ai fait tout cela pour une seule raison, un acompte. Je voulais une maison, pas seulement un bâtiment, mais une forteresse. Un endroit qui était à moi, où personne ne pouvait me dire quoi faire, où personne ne pouvait envahir mon espace. Grandir dans le foyer Miller signifiait 0 intimité et des critiques constantes. La propriété était donc mon rêve ultime de liberté. Et j'y étais enfin parvenu. J'avais exactement 120 000 $ sur un compte d'épargne à haut rendement. C'était la plus grande fierté de ma vie. C'était mon sang, ma sueur et mes vendredis soirs manqués condensés en un solde bancaire. Ce samedi-là, je me suis rendu chez mes parents pour notre dîner familial mensuel obligatoire. Le chéquier de mon compte d'épargne me brûlait littéralement les doigts. J'allais faire une offre sur un petit logement la semaine suivante, et naïvement, stupidement, je voulais partager la nouvelle. Je voulais qu'il soit fier de moi. La maison sentait le poulet rôti et le polish au citron, comme d'habitude. Ma mère. Éléanore m'a serré dans ses bras à la porte. C'était une étreinte lâche et distraite. Ses yeux cherchaient déjà par-dessus mon épaule, cherchant la véritable star du spectacle. Léo est-il déjà là, a-t-elle demandé en me relâchant. Salut, maman. Contente de te voir aussi, dis-je, réprimant un soupir. Non, je ne l'ai pas vu. Mon père, Richard, était dans son fauteuil en train de regarder du golf. Il m'a grogné un signe de reconnaissance. Adrien conduit toujours cette vieille épave. Elle me mène de A à B, papa, dis-je en entrant dans le salon. C'est une horreur dans l'allée, a-t-il marmonné. Les voisins parlent. 20 minutes plus tard. La porte d'entrée s'est ouverte brusquement. Léo est arrivé. Léo avait 31 ans, 2 ans de plus que moi, mais il possédait la maturité émotionnelle d'un adolescent. C'était l'enfant prodige. Il avait le charme, le sourire, la chevelure, et un cimetière de projets de devenir riche rapidement qui avait échoué, que mes parents avaient joyeusement financé. Il est entré vêtu d'un costume sur mesure qui coûtait plus cher que ma voiture. Faisant tourner un trousseau de clés sur son doigt. Désolé d'être en retard, les gars, a-t-il annoncé, sa voix retentissante.
J'ai eu une réunion avec des investisseurs. De grandes choses se passent. Énorme. Ma mère a pratiquement couru vers lui, son visage s'illuminant d'une manière qu'il ne faisait jamais pour moi. Oh, Léo, raconte-nous tout. Tu as faim. Nous nous sommes assis pour dîner. Le poulet rôti était sec, mais personne ne l'a remarqué parce que Léo tenait la vedette. Alors, dit Léo, se penchant en arrière et prenant une gorgée de vin. Vous savez que j'étudiais la prochaine grande vague technologique, n'est-ce pas? La crypto est morte. L'avenir, c'est la propriété numérique distincte combinée à des sources de protéines durables. J'ai failli m'étouffer avec une pomme de terre. Quoi? C'est un projet NFT soutenu par l'élevage de grillons, a dit Léo, ses yeux fous d'une intensité maniaque que je connaissais trop bien. Nous vendons des jetons numériques de grillons individuels. Les gens les achètent. Nous élevons les grillons, fabriquons de la farine riche en protéines, et les détenteurs de jetons obtiennent un pourcentage du rendement. C'est l'avenir de l'alimentation et de la finance, tout en un. Je l'ai regardé. Léo, ça a l'air fou et comme une pyramide de Ponzi. Tu n'as juste pas la vision, Adrien. Léo a claqué, son sourire disparaissant. Tu es un travailleur, tu codes tes petites lignes et tu reçois ton petit salaire. Je suis un entrepreneur. Je bâtis des empires. Exactement. Mon père a renchéri, me pointant du doigt avec sa fourchette. Ton frère a de l'ambition, Adrien. Tu pourrais apprendre quelque chose de lui. J'ai mordu ma langue. De l'ambition? Léo avait épuisé son fonds d'études, puis un prêt de 50 000 $ de nos grands-parents pour une entreprise d'eau de luxe pour chiens qui avait échoué, puis encore 20 000 de nos parents pour une application censée révolutionner l'industrie des parapluies. Quoi qu'il en soit, a poursuivi Léo, sa voix s'adoucissant en une sincérité répétée. Le closing pour les partenaires fondateurs est lundi. J'ai l'équipe. J'ai les droits fonciers sécurisés. J'ai juste besoin du capital de démarrage pour l'infrastructure du serveur et le stock initial de reproducteurs. Combien? A demandé ma mère, sa voix tremblante d'excitation. 120 000 $, a dit Léo, le chiffre est resté suspendu dans l'air, aspirant tout l'oxygène de la pièce. Mais 120 000 $. Je me suis figé. J'ai regardé Léo. Il me regardait directement. Il savait. Je ne sais pas comment. Peut-être qu'il a vu un relevé bancaire que j'avais laissé traîner. Peut-être qu'il a juste deviné en fonction de la façon dont je vivais à l'économie, mais il savait. C'est beaucoup d'argent, mon fils. Mon père a dit, fronçant les sourcils. Nous sommes un peu à court après le dernier investissement. Je sais, papa, dit Léo, et puis il a tourné son sourire charmeur vers moi. Mais Adrien non. Ma mère s'est tournée vers moi. Adrien, quoi, ai-je dit, ma prise sur ma fourchette se resserrant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Tu as des économies, n'est-ce pas, dit Léo sans détour. Tu as thésaurisé ce salaire pendant des années, vivant dans cette décharge, conduisant cette épave. Tu dois avoir une belle pile d'argent qui ne fait rien. Ça ne fait pas rien, dis-je, ma voix basse. C'est pour une maison. J'achète une maison la semaine prochaine. Une maison? Léo a raillé. L'immobilier est un investissement de dinosaure. Adrien, c'est une croissance exponentielle. Nous parlons de rendement multiplié par 10 en 6 mois. Tu mets l'argent, je bâtis l'entreprise, et je t'achète 2 maisons pour Noël. Non, dis-je. Le silence qui a suivi était lourd et dangereux. Excuse-moi, a dit mon père, posant son verre brusquement. J'ai dit, non, ai-je répété, regardant mon père dans les yeux. Je n'investis pas dans les NFT de grillons, papa. J'achète une maison. C'est mon argent. Je l'ai gagné. Ma mère a tendu la main à travers la table. Son visage se contorsionnait en un masque de supplication qui a rapidement viré à la manipulation. Adrien, chéri, pense à la famille. Ton frère a besoin de cette chance. C'est sa grande opportunité. Tu sais à quel point il a essayé. Il n'a pas essayé fort, ai-je répliqué. La colère a finalement débordé. Il a joué fort. Il a gaspillé chaque centime que vous lui avez jamais donné. Je ne vais pas jeter mes économies dans un brasier. Ce n'est pas les jeter, a crié Léo, claquant sa main sur la table. C'est un investissement.
Pourquoi es-tu toujours si jaloux de moi? Tu ne peux pas me voir réussir. J'adorerais te voir réussir, Léo, dis-je calmement. Je ne paierai juste pas pour ton échec. Mon père s'est levé. C'était un homme imposant, et il utilisait sa taille pour intimider. Ça suffit, Adrien. C'est assez. J'ai accepté, dis-je en me levant aussi. Je pars. Si tu franchis cette porte avec cet argent, a tonné mon père, son visage devenant d'un violet dangereux. Tu tournes le dos à cette famille. Nous nous entraidons. C'est ce que font les Miller. Si tu es trop égoïste pour aider ton frère à réaliser ses rêves, alors tu ne mérites pas de faire partie de cette famille. Je les ai regardés, vraiment regardés. J'ai vu ma mère qui soutenait un narcissique. J'ai vu mon père qui me harcelait pour soutenir son fils préféré. Et j'ai vu Léo me regarder avec une pure arrogance, attendant que je cède comme je l'avais toujours fait. L'argent est pour Léo, a dit mon père, sa voix tombant en grognement. Transfère-le lui lundi ou ne reviens pas pour Noël. N'appelle pas. Tu es mort pour nous. Ce fut un choc de l'entendre dit si clairement. Le prix de leur amour était exactement de 120 000 $. C'était une transaction et c'était une mauvaise affaire. J'ai regardé mon père. Tu es sérieux? Tu me rejettes pour de l'argent. Je te rejette pour la loyauté, a-t-il craché. Quelque chose en moi a cédé. Mais ce n'était pas un craquement de brisure. C'était le claquement d'une chaîne qui se brise. Je me sentais plus léger. D'accord, dis-je. D'accord. Ma mère a cligné des yeux, confuse. D'accord, tu vas le faire. Non, dis-je, d'accord, j'ai fini. Si tel est le prix de cette famille, je ne peux pas me le permettre. Et franchement, je ne veux pas l'acheter. J'ai jeté ma serviette sur la table. Bonne chance avec les grillons, Léo. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte. J'ai entendu ma mère commencer à gémir. Un son fort et théâtral destiné à me culpabiliser pour que je m'arrête. J'ai entendu mon père crier des menaces concernant mon héritage, sur la façon dont je reviendrais en rampant lorsque j'échouerais. Je ne me suis pas arrêté. Je suis sorti dans l'air frais de la nuit, je suis monté dans ma vieille Honda et je suis parti. J'ai acheté ma maison la semaine suivante. J'ai changé mon numéro de téléphone la semaine d'après, et pendant 5 ans, j'ai été un fantôme pour eux. Je pensais être libre. Je n'avais pas réalisé que les personnes toxiques sont comme des mauvaises herbes. Ce n'est pas parce que vous les coupez que vous avez les racines. Et les racines poussaient sous terre, attendant le bon moment pour m'étrangler à nouveau. 5 ans, c'est long. En 5 ans, on peut reconstruire une vie. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai acheté cette petite maison sur Willow Creek Drive. Ce n'était pas un manoir, mais elle était parfaite. 2 chambres, un grand chêne dans la cour avant, et un garage où je pouvais enfin installer un atelier de menuiserie. J'ai passé mes week-ends à poncer des parquets et à peindre des murs. J'ai planté un jardin. Chaque fois que je tondais la pelouse, je ressentais un profond sentiment de paix vibrante. C'était à moi. Personne ne pouvait me chasser. Personne ne pouvait exiger que je la vende pour des jetons de grillons. Ma carrière a décollé aussi. Sans le fardeau émotionnel du drame familial, je me suis concentré sur mon code. J'ai été promu ingénieur principal, puis chef d'équipe. Mon salaire a doublé, puis triplé. J'ai commencé à mieux m'habiller. J'ai échangé la Honda contre un SUV fiable. Et j'ai rencontré Anna. C'était une médecin, une urgentiste avec des nerfs d'acier et un rire qui pouvait remplir une pièce. Nous nous sommes rencontrés dans un café où je codais et elle décompressait après une garde de 12 heures. Elle a remarqué le manuel Python sur ma table. J'ai remarqué qu'elle buvait un quadruple espresso à 16 heures. Anna était tout ce que ma famille n'était pas. Honnête, solidaire et saine d'esprit. Quand je lui ai parlé de mon éloignement, elle n'a pas jugé. Elle a juste tenu ma main et a dit, « La famille, c'est ce que tu choisis, Adrien. » Nous étions heureux. Nous planifions un avenir. Puis vint le courriel. Il arriva un mardi, enfoui dans mon dossier de spam. La ligne d'objet était en majuscule. Urgence vie ou mort. C'était de ma mère. Mon doigt plana au-dessus du bouton de suppression. J'aurais dû appuyer dessus.
J'aurais dû l'envoyer dans le vide numérique, mais les mots, vie ou mort, se sont accrochés à ce vieux centre de culpabilité de mon cerveau. Et si l'un d'eux avait un cancer? Et si mon père avait une crise cardiaque? Je l'ai ouvert. Adrien, s'il te plaît. Je sais que nous n'avons pas parlé. Je sais que tu es en colère, mais Léo a des problèmes. De vrais problèmes. De mauvaises personnes sont impliquées. Ils vont lui faire du mal. S'il te plaît, rencontre-nous. Nous avons besoin de ton aide. Pas pour nous, mais pour la vie de ton frère. Maman, je l'ai montré à Anna ce soir-là. C'est un piège, a-t-elle dit immédiatement, coupant des légumes pour le dîner. C'est toujours un piège, Adrien. Je sais, dis-je, arpentant la cuisine. Mais si ce n'était pas le cas? Et s'il était réellement en danger? Si quelque chose lui arrivait et que j'ignorais cela, je ne sais pas si je pourrais vivre avec ça. Il te manipule, a-t-elle averti, me pointant un couteau. Mais je vois que tu ne dormiras pas tant que tu n'auras pas vérifié. Va les rencontrer. Mais promets-moi une chose. Tu ne leur promets pas d'argent. Pas un sou. Je promets, dis-je. J'ai fait les 4 heures de route pour l'AQO d'un samedi. J'ai accepté de les rencontrer dans un restaurant en bordure de ville, un terrain neutre. Quand je suis entré, j'ai à peine reconnu mes parents. Mon père avait l'air diminué, sa fanfaronnade remplacée par un tic nerveux dans sa mâchoire. Ma mère avait l'air vieillie, ses cheveux gris à la racine. Et Léo ressemblait à un homme au bord de la crise de nerfs. Il était agité, pâle, en sueur malgré la climatisation. Mais j'ai remarqué qu'il portait une Rolex. Et dehors, je l'avais vu arriver dans une toute nouvelle Porsche Cayenne en leasing. C'était une contradiction frappante, le désespoir drapé de luxe. Je me suis glissé dans la banquette en face d'eux. Vous avez 10 minutes. Adrien, ma mère a respiré, tendant la main vers la mienne. Je l'ai retirée. Elle a tressailli. Merci d'être venu. 10 minutes, ai-je répété. Ce sont les investisseurs, a dit Léo, la voix craquante. Il ne m'a pas regardé dans les yeux. Je me suis impliqué avec des gars pour une opération de minage de crypto. J'ai emprunté de l'argent pour financer l'achat initial. Laisse-moi deviner, dis-je sèchement. La farine de grillon n'a pas marché. Ce n'est pas une blague. Mon père a claqué, bien que cela manquait de son ancienne fougue. Ton frère est endetté auprès de gens dangereux. Des usuriers, Adrien, pas des banques. Ce ne sont pas des gens qui envoient des lettres. Ils envoient des gars avec des battes de baseball. Combien, demandai-je. Léo a dégluti difficilement. 150 000. J'ai laissé échapper un léger sifflement. Et laisse-moi deviner, vous voulez que je fasse un chèque? Nous ne l'avons pas, ma mère a sangloté. Nous lui avons donné tout ce que nous avions pour la dernière entreprise. Nos comptes de retraite sont vidés. Nous avons un deuxième prêt hypothécaire sur la maison. Il ne nous reste rien, Adrien. Et les gars, ils ont dit qu'ils voulaient l'argent avant vendredi, a chuchoté Léo. Ou ils vont me briser les jambes. Ils ont dit qu'ils allaient me tuer, Adrien. Mon père m'a regardé, ses yeux suppliants. Tu es le seul à pouvoir aider. Nous savons que tu te portes bien. Nous avons vu ton LinkedIn, ingénieur principal. J'ai un prêt hypothécaire, dis-je froidement. J'ai des dépenses. Je n'ai pas 150 000 $ en espèces. Mais tu as la maison, dit mon père. Et voilà, le virage. La maison sur Willow Creek, mon père a continué, sa voix retrouvant une force désespérée. Les valeurs immobilières ont grimpé en flèche dans ce quartier. Tu dois avoir au moins 200 000 $ de capitaux propres maintenant. Si tu la vends ou si tu contractes un prêt hypothécaire. Tu veux que je vende ma maison, ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. La maison que j'ai construite, la maison où je vis pour payer les dettes de jeu de Léo. Ce n'est pas du jeu, a crié Léo. C'était des affaires et c'est ma vie. Adrien, vas-tu accorder plus de valeur à un tas de briques qu'à la vie de ton frère? J'ai regardé Léo. J'ai vu la Rolex à son poignet. Vends la montre, dis-je. Léo a couvert son poignet instinctivement. Ça? C'est une fausse. Ça ne vaut rien. Vends la Porsche dans laquelle je t'ai vu arriver.
C'est un leasing, a-t-il crié. Je ne peux pas la vendre. Alors tu as un problème, dis-je en me levant de la banquette. Mais c'est ton problème, pas le mien. Adrien. Ma mère s'est levée, attrapant ma manche. Comment peux-tu être si cruel? C'est ton frère. Ils vont le tuer. S'ils sont de vrais criminels, va voir la police, dis-je en la repoussant. Entre en protection des témoins. Mais je ne vends pas ma maison. Je ne me mets pas en feu pour te garder au chaud. Pas encore. Salaud égoïste. Mon père a hurlé, faisant tourner les têtes dans le restaurant. Je le savais. Je savais que tu étais pourri. Tu laisserais ton frère mourir juste pour garder ton précieux argent. Je laisserai mon frère faire face aux conséquences de ses propres actions, ai-je corrigé. Il y a une différence. J'ai jeté un billet de 20 $ sur la table pour le café que je n'avais pas bu. Ne me contactez plus. Si vous vous présentez chez moi, j'appellerai les flics. Je suis sorti, mon cœur battant la chamade. Je me sentais mal, non pas parce que je me sentais coupable, mais parce que je réalisais l'étendue de leur délire. Ils croyaient vraiment que j'existais uniquement pour servir Léo. Je pensais que c'était la fin. Je pensais avoir tracé la ligne. J'avais tort. Je n'avais pas tracé une ligne. J'avais déclaré la guerre et ils étaient sur le point de lancer une offensive qui ferait passer les 5 dernières années pour un pique-nique. Le harcèlement a commencé 48 heures plus tard. D'abord, ce furent les appels téléphoniques, des dizaines, de mes parents, de Léo, de numéros bloqués. Ils laissaient des messages vocaux allant de supplications en larmes, « Maman veut juste que la famille se retrouve », à une rage vitriolique, « Tu pourriras en enfer pour ça ». J'ai bloqué tous les numéros, mais ils ont continué à acheter des téléphones jetables. Puis ils se sont présentés. Je travaillais à la maison un jeudi quand j'ai vu une voiture s'arrêter de l'autre côté de la rue. C'était l'ancienne berline de mes parents. Ils ne sont pas venus à la porte. Ils se sont juste assis là à regarder. C'était une tactique psychologique purement conçue pour me déstabiliser. Ça a marché. J'ai fermé les stores, l'estomac noué. Ce soir-là, j'ai trouvé une note scotchée à ma porte d'entrée. Elle était écrite au marqueur noir épais. La famille est tout. Tu le regretteras. J'ai appelé la ligne de police non urgente pour déposer une plainte pour harcèlement. Ils ont pris une déclaration mais ont dit qu'à moins d'une menace directe de violence ou de dommages matériels, il n'y avait pas grand-chose qu'ils puissent faire contre des gens se garant dans une rue publique. Le lendemain, la guerre s'est déplacée sur mon lieu de travail. J'étais en pleine revue de code quand David, un type du marketing qui avait toujours été jaloux de ma promotion, est passé devant mon bureau. Il avait un sourire suffisant plaqué sur le visage. « Salut, Adrien », a-t-il dit assez fort pour que tout l'open space entende. Les RH viennent de recevoir un appel étrange. Une dame qui pleure en disant que tu abandonnes ton frère mourant et que tu lui voles son héritage. Elle a dit que c'était ta mère. Mon visage a brûlé. La pièce est devenue silencieuse. C'est une affaire personnelle, David, dis-je, ma voix tendue. Et ce n'est pas vrai. Et, mec. Pas de jugement. David a ri, levant les mains. Juste oups. Peut-être paie tes dettes pour qu'ils arrêtent de bloquer le standard de l'entreprise. Je suis allé directement au RH et j'ai expliqué la situation. Ils ont été compréhensifs, promettant de bloquer le numéro, mais le mal était fait. Mon sanctuaire, ma réputation professionnelle, était entachée par leur chaos. Cette nuit-là, j'ai atteint mon point de rupture. Mon téléphone a sonné. C'était mon oncle Jean. L'oncle Jean était le jeune frère de mon père, mais il avait toujours été l'oncle cool. Il m'avait acheté ma première bière, m'avait emmené voir des matchs de baseball. Je ne lui avais pas parlé depuis des années, mais j'avais toujours un faible pour lui. Je pensais que peut-être, juste peut-être, il appelait pour être la voix de la raison. J'ai répondu, oncle Jean. « Salut, mon petit », a-t-il dit. Sa voix semblait tendue. « Écoute, j'ai entendu parler de la situation avec Léo. Si tu appelles pour me dire de vendre ma maison, économiste à salive, dis-je, me frottant les tempes. Non, non, a dit Jean rapidement. Je sais que ton père est intense, mais Adrien, tu dois comprendre, c'est Jean à qui Léo doit de l'argent. Ils sont réels. J'ai peur pour lui. Jean, Léo ment. Tu le sais.
Je sais, Jean a soupiré. Mais regarde, entre nous, je m'inquiète des dommages collatéraux. Si Léo tombe, il pourrait entraîner d'autres avec lui. Que veux-tu dire? Je veux dire, écoute, j'ai mis de l'argent dans cette entreprise aussi, a admis Jean. Juste un petit 20 000 $ pour l'aider à démarrer. S'il fait défaut à ces requins ou quoi que ce soit, je ne reverrai jamais cet argent, et j'en ai besoin. Adrien, l'opération de la hanche de ma femme approche. La prise de conscience m'a frappé comme un coup physique. Tu n'appelles pas parce que tu t'inquiètes pour la sécurité de Léo, dis-je. Ma voix neutre. Tu appelles parce que tu es un créancier. Je suis de la famille, Jean a protesté. Mais oui, j'ai ma part du gâteau. Si tu vends la maison, tout le monde est payé. Léo est en sécurité. Je récupère mon argent. Tes parents arrêtent de paniquer. C'est la solution propre. Fais juste ce qu'il faut, mon petit. Ce qu'il faut. J'ai ri. Un son dur et rauque. Ce qu'il faut, c'est que vous, les hommes adultes, cessiez de considérer mon compte bancaire comme votre police d'assurance. J'ai raccroché. Je me suis tenu au milieu de mon salon, la pièce que j'avais peinte, la pièce où Anna et moi regardions des films le vendredi soir, et j'ai senti les murs se refermer. Ils n'arrêteraient pas. Ils n'arrêteraient jamais. Tant que j'étais là, à leur portée, à leur vue, j'étais une cible. Anna est rentrée 1 heure plus tard. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a su. Nous devons partir, dis-je. Je sais, dit-elle. Elle a posé son sac. Où allons-nous, Austin, dis-je. Mon entreprise y ouvre un nouveau centre. Mon patron, Monsieur Henderson, m'a offert le rôle principal il y a 1 mois. Je ne t'ai rien dit parce que je ne voulais pas nous déraciner. Mais maintenant. Maintenant, ça ressemble à un bateau de sauvetage, a dit Anna. Elle m'a serré fort dans ses bras. Faisons-le. Mais nous devons être intelligents. S'ils savent que tu vends, ils essaieront de bloquer la vente. Ils saboteront la vente ou essaieront de mettre un privilège sur la maison ou de culpabiliser les acheteurs. Nous le faisons hors marché, dis-je, le plan se formant rapidement dans mon esprit. Vente rapide, acheteur au comptant uniquement, pas de panneaux à vendre dans le jardin. Nous disparaissons dans la nuit. La semaine suivante fut un tourbillon d'opérations secrètes. J'ai contacté une agente immobilière, Carole, spécialisée dans les transactions discrètes et haut de gamme. Je lui ai dit la vérité. J'avais une situation de harcèlement, ce qui n'était pas un mensonge, et je devais vendre rapidement. Elle a trouvé Madame Gable. En 3 jours, Madame Gable était parfaite. Une veuve aisée cherchant à réduire la taille de sa maison dans un quartier tranquille. Elle a offert de l'argent, 5% en dessous du marché avec une clôture en 30 jours. J'ai accepté immédiatement. Nous avons fait nos valises en secret. Nous avons déménagé les cartons la nuit. Mais voici le coup de maître, le détail qui allait finalement conduire à la nuit des pieds de biche. Je n'ai pas complètement vidé la maison. J'ai laissé le garage plein de vieilleries. De vieilles boîtes de peinture, une tondeuse à gazon cassée, quelques taches d'huile. J'ai laissé les stores du salon tirés mais inclinés de sorte que l'on pouvait voir une lueur de lumière. J'ai mis une minuterie sur une lampe bon marché. De la rue, le 114 Willow Creek Drive avait exactement le même aspect. Il semblait occupé. Il semblait que je me tairais, refusant de céder. J'ai remis les clés à Madame Gable un vendredi matin. Le vendredi après-midi, Anna et moi traversions la frontière de l'État pour le Texas. Je me sentais plus léger que l'air. J'ai bloqué tous les numéros, supprimé mes médias sociaux et j'ai disparu. Mais le silence pour un narcissique n'est pas une limite, c'est un défi. Et comme ils ne pouvaient pas me joindre par téléphone, ils ont décidé de me joindre avec du fer. Alors que je déballais des cartons dans notre nouvel appartement à Austin, profitant du premier sommeil paisible que j'avais eu depuis des mois, la cocotte minute à la queue haute explosait. J'ai appris plus tard les détails grâce aux rapports de police et aux aveux, mais le tableau qu'il peignait était saisissant. Une fois que j'étais parti et silencieux, la date limite pour la dette de Léo était passée. Les investisseurs, qui n'étaient en fait que des agences de recouvrement agressives et des parents en colère comme l'oncle Jean, menaçaient de poursuites judiciaires. Léo était au bord de la faillite. La façade de l'enfant prodige s'effondrait. C'est Chloé, la femme de Léo, qui a allumé la mèche.
Chloé était une femme discrète, du genre à sourire poliment au dîner et à ne pas dire grand-chose. Mais sous cette passivité se cachait une vipère. Selon l'enquête, c'est elle qui a murmuré le poison à l'oreille de ma mère. Il a probablement vendu la maison et s'est enfui avec l'argent. Chloé avait spéculé autour d'un verre de vin chez mes parents. Il est assis sur tout cet argent pendant que Léo est sur le point d'être ruiné. Ce n'est pas juste, Éléanore. C'est notre argent. Si nous ne pouvons pas l'avoir, il ne devrait pas pouvoir en profiter non plus. Si nous ne pouvons pas l'avoir, personne ne peut l'avoir. La devise des toxiques. Mon père, alimenté par le whisky et une vie d'arrogance incontrôlée, a attrapé un pied de biche dans son abri à outils. Je vais donner une leçon à ce garçon ingrat. A-t-il marmonné. Je vais démolir cette maison jusqu'à ce qu'elle ne vaille plus rien. Voyons-le la vendre, alors. Ma mère a attrapé une clé de roue. Léo, terrifié par ses créanciers et désespéré d'apaiser ses parents, a attrapé une batte de baseball. C'était une nuit sans lune. Ils se sont garés à un pâté de maison, un acte criminel délibéré. Ils ont marché jusqu'au 114 Willow Creek Drive, vêtus de vêtements sombres. Ils se sont tenus sur la pelouse. Ils ont vu la faible lumière de la lampe à minuterie que j'avais laissée. Ils ont vu les vieilleries dans le garage par la fenêtre latérale. Il est là, a sifflé mon père, caché comme un lâche. Ils sont allés à la porte-fenêtre arrière. Mon père a enfoncé le pied de biche dans le cadre. Avec un craquement écœurant de bois et de métal, la serrure a cédé. Ils sont entrés. Le salon était meublé, mais pas avec mes affaires. Madame Gable avait emménagé ses meubles anciens, sa collection de poupées de porcelaine, la télévision à écran plat de 60 pouces de son défunt mari. Mais dans leur rage aveugle, ma famille n'a pas remarqué la différence. Ils ont juste vu des biens. Ils ont vu les affaires d'Adrien. Mon père a balancé le pied de biche. Crash. L'écran de la télévision a implosé. Ma mère a pris la clé de roue pour la table basse en verre. La collision l'a brisé en 1 million de diamants scintillants. Léo s'est attaqué au mur. Il a balancé la batte, faisant des trous dans le placoplâtre, hurlant « C'est mon argent. C'est mon argent. » Ils ont arraché les rideaux. Ils ont renversé les étagères. Ils ont piétiné des photos encadrées, des photos des petits-enfants de Madame Gable, pensant que c'était des photos de ma vie. À l'étage, Madame Evelyne Gable s'est réveillée au son de l'apocalypse. Elle avait 72 ans. Elle vivait seule. Elle a entendu les cris, des voix masculines, une voix féminine hurlant. Elle a entendu la violence du verre qui se brise. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas figé. Elle est sortie de son lit, a pris son téléphone portable et s'est enfermée dans la salle de bain principale. Elle s'est recroquevillée dans la baignoire et a composé le 911. Il y a des gens dans ma maison, a-t-elle chuchoté à la répartitrice, la voix tremblante. Ils détruisent tout. S'il vous plaît, dépêchez-vous. En bas, la destruction a continué pendant 8 minutes. 8 minutes de pure et simple méchanceté. Ils ont causé 40 000 $ de dommages. Ils ont détruit des héritages. Ils ont violé la sainteté d'un foyer de la manière la plus agressive possible. Ils reprenaient juste leur souffle, debout au milieu des ruines du salon, ressentant le coup d'adrénaline de leur justice. Quand les lumières bleues et rouges ont inondé la fenêtre d'entrée, ils n'ont pas couru. Ils étaient si délirants, si convaincus de leur droit de me discipliner qu'ils sont restés là et ont attendu la police. Lorsque l'agent Ramirez a défoncé la porte d'entrée, leur ordonnant de se jeter au sol, mon père a en fait laissé tomber le pied de biche et a hurlé « Ça va, agent. Nous réglons juste une dispute familiale. C'est la maison de mon fils. » Il criait toujours cela alors qu'il le menottait. Il criait toujours cela alors qu'il le poussait à l'arrière du véhicule de police. Ce n'est qu'une fois au poste, traité et relevé d'empreintes digitales, que la première fissure dans leur réalité est apparue. Ce n'est qu'au moment où Ramirez leur a dit que le propriétaire de la maison portait plainte et que son nom n'était pas Adrien. Et cela nous ramène au moment où je suis entré dans la salle d'interrogatoire. L'air de la salle d'interrogatoire était vicié, sentant la sueur et la peur. Le miroir s'entint refléter mon propre visage épuisé un instant avant que je ne me concentre sur les 3 personnes assises autour de la table en métal. Ramirez a ouvert la porte et je suis entré. La réaction a été immédiate. Adrien. Ma mère s'est levée brusquement de sa chaise,
bien que les menottes tintant contre la table la retenaient. Oh, Dieu merci. Dis-leur. Dis à ces idiots qui nous sommes. Mon père s'est redressé, tentant de retrouver son aura patriarcale malgré sa chemise déchirée et ses entraves. Il était temps que tu te montres. C'est du harcèlement, Adrien. Arrestation illégale. Tu dois leur dire de nous libérer immédiatement. Nous te disciplinions juste. Un père a le droit de discipliner son fils. Léo m'a juste regardé, ses yeux rougis. Arrange ça, a-t-il mimé. Juste arrange ça. J'ai tiré la chaise métallique en face d'eux et je me suis assis lentement. Je n'ai rien dit pendant un long moment. Je les ai juste regardés. J'ai regardé les gens qui m'avaient élevé, les gens qui étaient censés me protéger, et je n'ai rien ressenti. La peur avait disparu. La culpabilité avait disparu. Tout ce qui restait était une clarté froide et dure. Me discipliner, ai-je demandé, ma voix calme. Tu sais ce que tu as fait. Mon père a rugi, claquant son poing sur la table. Tu as abandonné ta famille. Tu as volé cet argent, les capitaux propres qui appartenaient à ton frère. Nous sommes allés à cette maison pour te montrer que tu ne peux pas te cacher de tes obligations. Nous avons détruit tes petits jouets pour te montrer ce qu'est une vraie perte. Oui. Léo a renchéri, sa voix devenant géniarde. Tu nous as forcés à faire ça, Adrien. Si tu avais juste payé la dette, rien de tout cela ne serait arrivé. J'ai regardé l'agent Ramirez, qui était appuyé contre le mur dans le coin, les bras croisés, regardant le spectacle. Il m'a fait un signe de tête à peine perceptible. Je me suis retourné vers mon père. Tu as raison sur une chose, papa, dis-je. Tu as détruit beaucoup de choses ce soir. La police a dit que les dommages s'élevaient à près de 40 000 $. Cette télévision antique, la collection de porcelaine, le placoplâtre sur mesure. L'assurance couvrira. Mon père a ricané. Ne sois pas si dramatique. Laisse juste tomber les accusations et nous rentrerons à la maison. Je ne peux pas laisser tomber les accusations, dis-je. Comment ça, tu ne peux pas, ma mère a hurlé. Tu es notre fils. Tu dois. Je me suis penché en avant, posant mes mains sur la table métallique froide. Je voulais m'assurer qu'ils entendaient chaque syllabe. Je ne peux pas laisser tomber les accusations, dis-je. Parce que je ne suis pas la victime. Ils ont cligné des yeux. Un silence confus est tombé sur la pièce. Quoi, a demandé Léo stupidement. Vous ne vous êtes pas introduit chez moi, dis-je. J'ai vendu le 114 Willow Creek Drive il y a 3 semaines. Je n'y vis pas. Je n'en suis pas propriétaire. Je ne possède pas un seul objet à l'intérieur de cette maison. La couleur s'est drainée du visage de mon père si vite qu'on aurait dit un rideau qui tombe. Sa bouche s'est ouverte et fermée, mais aucun son n'est sorti. Tu l'as vendu, murmura ma mère. Vente hors marché, vente au comptant, ai-je expliqué sans pitié, à une charmante femme nommée Madame Evelyne Gable. C'est une veuve de 72 ans. C'est elle qui se cachait dans la salle de bain pendant que vous brisiez la télévision de son mari avec un pied de biche. C'est elle qui a appelé le 911 parce qu'elle pensait qu'elle allait être assassinée par un gang de lunatiques. Non. Léo a gémi. Non, non, non. Oui, dis-je. Vous n'avez pas discipliné votre fils. Vous avez commis une effraction criminelle et un vandalisme aggravé contre une parfaite inconnue, une femme âgée vulnérable, et elle porte plainte, pleinement. Mais nous avons dit à la police que c'était votre maison, mon père a balbutié, la sueur commençant à perler sur son front. Nous avons admis que nous étions là pour détruire ma propriété, j'ai fini pour lui. Oui, vous l'avez fait. Vous avez avoué l'intention du crime sur bande, mais le crime que vous avez réellement commis est bien pire. Adrien, tu dois nous aider. Ma mère a commencé à pleurer. Mais cette fois, ce n'était pas le faux cri manipulateur. C'était le hurlement terrifié d'une femme voyant sa vie s'achever. Il parle de prison. Des années en prison. Je sais, dis-je. L'effraction criminelle entraîne une peine minimale obligatoire dans cet État, surtout compte tenu de la valeur des dommages. Appelle-la. Mon père a supplié. Sa fierté s'était complètement évaporée. Appelle cette Madame Gable. Paie-la.
Utilise ton argent. Donne-lui tout ce qu'elle veut pour qu'elle retire la plainte. Tu as de l'argent, Adrien. Sauve-nous. Je me suis levé. La chaise a raclé bruyamment le sol. Non, dis-je. Quoi? J'ai dit, non, mon argent est pour ma famille. J'ai dit, regardant chacun d'eux à tour de rôle, et vous avez clairement fait comprendre il y a 5 ans que je ne fais pas partie de la vôtre. Vous m'avez dit que si je ne payais pas pour Léo, j'étais mort pour vous. Eh bien, j'honore vos souhaits. Adrien, s'il te plaît. Léo a crié, essayant de bondir à travers la table, mais étant retenu par ses menottes. Je suis désolé. J'ai menti à propos de la mafia. Je ne dois de l'argent qu'aux banques. S'il te plaît. J'ai fait une pause à la porte. Je les ai regardés une dernière fois. Bonne chance avec l'avocat, dis-je. J'entends dire qu'ils sont chers. Je suis sorti de la pièce. Tandis que la lourde porte claquait, coupant leurs cris, j'ai pris la plus profonde inspiration de ma vie. Je suis sorti du poste de police et dans le soleil du matin. L'air était vif. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était Anna. « Tu vas bien ?» a-t-elle envoyé par SMS. J'ai regardé le ciel. Je suis libre. J'ai répondu. Mais tandis que je me tenais là, j'ai réalisé quelque chose. La bataille juridique ne faisait que commencer. Et si j'avais gagné la guerre, le nettoyage allait révéler des secrets sur mon frère et sa femme qui feraient passer même ce cauchemar pour apprivoiser. Les jours suivant l'arrestation furent un tourbillon de jargon juridique et de vindication. Je ne suis pas resté à la coude. Je ne leur ai pas rendu visite dans la cellule de détention. J'ai donné ma déclaration à l'agent Ramirez, remis les coordonnées de la représentation légale de Madame Gable, et je suis retourné directement à Austin. Mais tandis que j'étais physiquement parti, la machinerie que j'avais mise en marche les broyait pièce par pièce. Madame Gable, il s'est avéré, n'était pas juste une douce vieille dame. Elle était la veuve d'un avocat d'affaires de haut vol. Elle connaissait la loi mieux que mon père ne connaissait le dos de sa main. Elle n'était pas vindicative, mais elle était intègre. Elle croyait aux conséquences. Elle a engagé un homme nommé Monsieur Sterling. Je lui ai parlé une fois au téléphone. Sa voix sonnait comme du gravier qui craque sous une botte. Monsieur Miller, Sterling avait dit, vos parents semblent être sous l'impression qu'une lettre d'excuse sincère fera disparaître cela. Je les ai informés que ma cliente n'est pas intéressée par les correspondants. Elle est intéressée par la restitution. Le marteau légal est tombé lourdement. Mes parents et Léo faisaient face à des accusations criminelles. Dans l'État du Texas, les dommages matériels de plus de 30 000 $ combinés à l'effraction ne sont pas une blague. Le procureur, voyant leur âge et l'absence d'antécédents criminels, a proposé un accord de plaidoyer. Il pouvait éviter la prison, ce qui aurait été une condamnation à mort pour la santé de mon père, mais les conditions étaient brutales. 5 ans de probation stricte, une thérapie obligatoire de gestion de la colère et une restitution immédiate et complète des dommages, plus les frais juridiques de Madame Gable. Le total s'élevait à un peu plus de 55 000 $. Dû dans 30 jours, ils ne l'avaient pas. Rappelez-vous, ils avaient déjà vidé leur compte de retraite pour le désastre des NFT de Grillon de Léo. Ils vivaient de chèques de paie en chèques de pension. C'est là que l'histoire se transforme en une tragédie de leur propre fabrication. Pour payer la destruction qu'ils ont causée à une maison qu'ils pensaient être la mienne, ils ont dû vendre la seule chose qu'ils possédaient réellement, leur propre maison. La maison où j'ai grandi. La maison où mon père s'asseyait dans son fauteuil et jugeait le monde. La maison où ma mère organisait ses clubs de bridge et faisait semblant que tout était parfait. Ils ont dû la mettre en vente à un prix bradé pour obtenir de l'argent rapidement. Elle a été vendue en 2 semaines à un revendeur qui prévoyait de la vider. J'ai appris par mon ancienne voisine, Madame Higgins, que le jour où le camion de déménagement est arrivé, mon père s'est assis sur le trottoir et a pleuré. Non pas des larmes silencieuses et dignes, mais des sanglots forts et haletants d'un homme qui réalise qu'il a joué à un jeu de poulet avec la réalité et qu'il a tout perdu. Mais la ruine financière n'était pas le plus gros coup. Le plus gros coup, c'était la vérité sur Léo. Pendant l'enquête préliminaire à la condamnation, le tribunal a dû examiner les circonstances atténuantes que mes parents revendiquaient. Ils n'arrêtaient pas de dire au juge, nous devions le faire. La vie de notre fils était en danger. La mafia venait le chercher. Alors,
la police a enquêté sur la menace. Ils ont réquisitionné les relevés téléphoniques de Léo. Ils ont examiné ses finances. Ils ont retrouvé les gens à qui il devait de l'argent. Il n'y avait pas de mafia. Il n'y avait pas de gars avec des battes de baseball. Il n'y avait pas de date limite de vie ou de mort. Léo devait 40 000 $ à American Express. Il devait 30 000 $ à une plateforme de crypto où il avait fait de mauvaises opérations à effet de levier. Et il devait 50 000 $ à l'oncle Jean et à quelques autres cousins éloignés. Les messages vocaux menaçants que ma mère prétendait avoir entendus. Léo les avait enregistrés lui-même à l'aide d'une application de changement de voix sur son téléphone. Il avait fabriqué toute la crise. Il avait terrifié ses parents âgés, les avait mis en rage protectrice, et les avait pointés sur moi comme une arme chargée. Tout cela parce qu'il ne voulait pas déclarer faillite et perdre sa Porsche en leasing. Quand cela est apparu, quand le procureur a déposé les preuves sur la table lors d'une audience, mon père a finalement craqué. Je n'étais pas là, mais mon ami Marc, dont le cousin travaille comme huissier au tribunal, m'a raconté l'histoire. Ton père n'a pas dit un mot, m'a dit Marc au téléphone. Il s'est juste retourné lentement et a regardé Léo, et Léo. Léo a rétréci. Il a essayé de bégayer quelque chose à propos de la protection de l'image de la famille. Mais ton père s'est juste levé et est sorti de la salle d'audience. Le juge a dû lui ordonner de retourner à sa place. Le lien était brisé. L'enfant prodige n'était pas seulement terni. Il s'est révélé être de l'ordre fou. Au moment où la poussière est retombée, mes parents vivaient dans un petit appartement d'une chambre dans le mauvais quartier de la ville. Par coïncidence, non loin de l'endroit où je vivais quand j'économisais, ils dormaient sur un canapé-lit. Léo et Chloé logeaient avec eux parce qu'ils avaient été expulsés de leur luxueux condo. Imaginez ce foyer pour des personnes amères et brisées entassées dans 55 mètres carrés, étouffant sous le poids de leurs propres ressentiments. Mon père qui réalisait qu'il avait renié le mauvais fils. Ma mère qui essayait de maintenir la paix dans une zone de guerre. Léo, dépouillé de ses mensonges. Et Chloé, regardant tout cela avec des yeux froids et calculateurs. Je ne m'en suis pas réjoui. Je n'ai pas ressenti de frisson de victoire. J'ai juste ressenti un profond sentiment de soulagement de ne pas être dans cette pièce avec eux. J'étais à Austin. Je me réveillais à côté d'Anna. J'allais à un travail où j'étais respecté. Mais l'univers m'avait réservé un dernier test, une dernière tentative du passé pour me ramener. Cela s'est passé environ une semaine avant la date prévue pour la clôture officielle de l'achat d'une nouvelle maison à Austin. Une vraie maison cette fois, partagée avec Anna. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais l'indicatif régional était celui de Lakewood. J'ai hésité à répondre. J'avais encore changé mon numéro, mais d'une manière ou d'une autre, il l'avait trouvé. Le désespoir rend les gens ingénieux. J'ai décroché. C'est Adrien. Adrien? C'est maman. Sa voix était méconnaissable. Le ton impérieux et exigeant avait disparu. La douceur manipulatrice avait disparu. C'était un son creux et grattant, comme des feuilles sèches glissant sur le trottoir. « Salut, maman » dis-je. Mon pouls n'a pas accéléré. Mes mains n'ont pas tremblé. J'étais calme. Nous avons perdu la maison, dit-elle. J'ai entendu, ai-je répondu. Ton père, il ne va pas bien. Il reste juste assis sur la chaise. Il ne mange pas. Le médecin dit que c'est de la dépression. Peut-être une démence précoce causée par le stress. Elle a fait une pause, attendant que je remplisse le silence d'inquiétude. Je suis resté silencieux. Nous vivons avec Léo et Chloé, a-t-elle continué, l'humiliation transparaissant à travers le téléphone. Mais ça ne marche pas, Chloé. Elle est difficile. Elle crie après ton père parce qu'il respire trop fort. Et Léo. Léo ne fait que jouer aux jeux vidéo toute la journée. Il ne cherche pas de travail. Ça a l'air difficile, dis-je d'un ton neutre. C'est impossible, a-t-elle murmuré. Nous ne pouvons pas rester ici, Adrien. Nous devons trouver notre propre logement, juste un petit appartement, un studio, n'importe quoi. Mais avec les paiements de restitution qui saisissent la pension de ton père, nous ne pouvons pas nous permettre la compte. Nous ne pouvons même pas nous permettre les frais de dossier. Je savais ce qui allait arriver. Nous avons besoin de 5 000 $, dit-elle.
Juste un prêt. Je promets que nous te rembourserons. S'il te plaît, Adrien. C'est ton père. Je suis ta mère. Nous dormons sur un matelas par terre. Mon dos. Je ne peux plus le faire. Cela aurait été si facile. J'avais l'argent. 5 000 $ n'étaient rien pour moi maintenant. Je pouvais faire le chèque sans même le ressentir. Cela apaiserait leur souffrance. Ce serait la bonne chose à faire pour un bon fils. Mais ensuite, je me suis souvenu du pied de biche. Je me suis souvenu du message, la famille et tout. Tu le regretteras. Je me suis souvenu du restaurant où mon père m'avait dit que j'étais mort pour lui parce que je ne financerais pas une arnaque. Si je leur donnais de l'argent maintenant, je ne les aidais pas. Je leur apprenais qu'il n'y avait pas de conséquences finales. Je leur apprenais que s'ils me faisaient assez de mal, je finirais par les payer pour qu'ils s'arrêtent. Maman, dis-je. Oui. Sa voix s'est élevée, pleine d'espoir. Te souviens-tu de ce que papa m'a dit à table il y a 5 ans quand j'ai refusé de donner mes économies à Léo? Adrien, c'était. Nous étions en colère. Nous ne le pensions pas. Il a dit, tu ne fais plus partie de cette famille. Il a dit que j'étais mort pour vous. S'il te plaît, elle sanglotait. Ne fais pas ça. Je ne fais rien, dis-je doucement. Je respecte juste votre décision. Vous avez tracé la ligne. Vous avez fixé les conditions. Vous avez choisi Léo. Vous avez tout misé sur Léo. Et maintenant, vous devez vivre avec Léo. Il nous détruit, a-t-elle gémi. Il vous a détruit il y a longtemps, maman, dis-je. Vous lui avez juste donné le marteau. Je ne peux pas vous sauver des gens que vous avez choisi d'être. Je vous souhaite le meilleur. Vraiment, mais je ne suis pas votre plan de retraite, et je ne suis pas votre filet de sécurité. Adrien, n'ose pas raccrocher. Si tu raccroches, J'ai appuyé sur le bouton rouge. La ligne est devenue silencieuse. J'ai regardé le téléphone pendant longtemps. Puis je suis allé dans les réglages et j'ai bloqué le numéro. Je suis sorti sur le balcon. Le coucher de soleil du Texas peignait le ciel de rubans orange et violets. Anna était à l'intérieur, préparant le dîner. Je pouvais sentir l'ail et le basilic. Je n'étais pas seul. Je n'étais pas orphelin. J'étais un homme qui avait amputé un membre gangreneux pour sauver le reste du corps. Ça faisait mal, mais la guérison avait déjà commencé. 1 an plus tard, Marc est venu nous rendre visite à Austin pour la pendaison de crémaillère. Nous étions assis dans le jardin, buvant des bières fraîches. La nouvelle maison était magnifique, ouverte, aérée, pleine de lumière, sans coin sombre, sans secret. Alors, dit Marc, se penchant en arrière sur sa chaise. Tu veux le dernier épisode de l'incroyable famille Miller? J'ai souri. Vraiment? Oui, un peu. C'est le final de la série. Très bien, dis-je. Vas-y. Léo et Chloé sont divorcés, dit Marc. Finalisé la semaine dernière. Surprise, surprise, ai-je marmonné. Mais voici le clou du spectacle, Marc a souri, se penchant. Apparemment, pendant la procédure de divorce, les SMS de Chloé sont sortis. Elle ne soutenait pas seulement les mauvaises idées de Léo. Elle était l'architecte. C'est elle qui l'a poussé à simuler les menaces de la mafia. C'est elle qui a dit à tes parents que tu avais vendu la maison et que tu t'étais enfui avec l'argent juste pour les énerver. Pourquoi, ai-je demandé, stupéfait. Parce qu'elle voulait ton argent, a dit Marc. Elle savait que Léo était fauché. Elle s'est dit que s'il te faisait suffisamment pression, tu craquerais, paierais les dettes, et elle pourrait continuer à vivre son train de vie. Quand l'argent n'est pas arrivé et que tes parents sont devenus fauchés, elle a fait ses valises. Elle a pris le reste de l'argent de Léo et est retournée en Arizona avec sa sœur. Et Léo livre des pizzas. Marc a dit, je l'ai vu la semaine dernière. Il conduit une vieille Corolla de 2005. Il a l'air humble. Il a essayé de me faire signe, mais j'ai fait semblant de ne pas le voir. J'ai pris une gorgée de ma bière. L'enfant prodige livrait des pizzas dans une voiture rouillée. Les parents qui exigeaient la loyauté vivaient dans la pauvreté. Le frère qui avait été rejeté était assis dans son propre jardin, entouré d'amour et de succès. Le karma ne fonctionne pas toujours selon notre calendrier.
Cela n'arrive pas toujours quand nous le voulons, mais parfois, si vous tenez bon et refusez de jouer le jeu, les pièces tombent exactement là où elles doivent être. Anna est sortie de la maison avec un plateau de collation. Elle m'a embrassé la joue et s'est assise à côté de moi. « De quoi parlez-vous, les gars ?» a-t-elle demandé. « De l'histoire ancienne, » dis-je, lui prenant la main. Nous parlions juste de la beauté de la vue d'ici. J'ai regardé ma vie. Elle n'était pas parfaite. J'avais encore des cicatrices. J'avais encore des cauchemars parfois à propos de mon père frappant à ma porte. Mais ces moments étaient de plus en plus rares. J'avais construit cela non pas avec l'argent de la famille, non pas avec un héritage, non pas avec des manipulations. Je l'avais construit avec un travail acharné, avec la vérité, et avec le courage de dire non. J'ai serré la main d'Anna. « Prête pour le dîner ?» a-t-elle demandé. « Oui, dis-je, j'ai faim. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon histoire, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les pieds de biche ou les arrestations. C'est la définition de la famille. Pendant longtemps, j'ai pensé que la famille était une obligation biologique. J'ai pensé que c'était une dette dans laquelle j'étais né, une que je devais payer pour le reste de ma vie, peu importe à quel point les taux d'intérêt augmentaient. Je pensais que dire non à mes parents faisait de moi une mauvaise personne. Mais j'ai appris à la dure que la loyauté toxique n'est qu'un esclavage avec un meilleur nom. Vous avez le droit de choisir votre paix. Vous avez le droit de fermer la porte aux gens qui ne frappent que lorsqu'ils veulent vous prendre quelque chose. Vous avez le droit de redéfinir la famille non pas par le sang mais par le comportement. Ma famille n'est pas les gens qui partagent mon ADN. Ma famille, c'est Anna. Ma famille, c'est Marc. Ma famille, ce sont les amis qui m'ont soutenu quand je n'avais rien à offrir que moi-même. Cela m'a coûté cher d'apprendre cela. Cela m'a coûté ma maison d'enfance, ma relation avec mon frère, et des années de chagrin. Mais en me tenant ici aujourd'hui, libre et heureux, je peux vous dire que cela en valait chaque centime. Ay, no, muchacho, ya me acabé las uñas con ese chisme. Uy, perdón. ¿Listo? ¿Alguien tiene otro chisme más? Yo me quedo aquí bien tranquila, marica. O sea, yo escucho, yo soy como otro psicólogo. chisme, tenemos otro chisme. Yo tendría uno, pero no lo puedo contar aquí. Yo escuché por ahí que alguien le colocaron un cuerno, no es nada, pero me gustaría Ah, contar ok, chismes, siéntense, siéntense, vamos a hablar de la noche oscura. ¡Wow! Ven para acá, ¿Qué? ven. ¿Va a ser una ¿Qué? secta? ¿Secta Sí, esto? sí, sí, alguien siéntese aquí porque me está dando tic que no haya un lugar y no poderlos ver. Ven, Dino, siéntense aquí todos para poderlos ver así. No quiero. Hazte para allá, meca. Ey, pero ¿En no dónde? me Ahí, tapes. ahí, siéntate, aquí. Ahí y Uy, tú, te le robaron. meca, acá, meca. Ok. Allá, Dino. Ok, para verlos así a todos. Bueno, resulta y acontece que ¿Y Jave? la noche oscura. No Él importa. nunca existió. No vamos existió. a decir nombres, pero el chavo se va a Nombres. llamar Tormenta y la chava se va a llamar La Noche Oscura. Oye, espérate, Bueno. ¿que no el chavo se llamaba Roberto Pero, Gómez Bolaños? ¿eso tiene algo que ver con el color de la piel de ella o...? Oye, sí, ¿También? ¿verdad? También, No. pero... Oye, ¡Wow! Rose. sí, Oye, Rose, sí, controla estaba tu perro, negrísima, Jave. Controla tu No. perro, ¿cómo así? Tengo ¿No? fotos. Ay, ¡Hala! no, ¿Tiene parecía fotos? Tarahumara. Bueno, Ey, yo tengo una cámara con coso, yo no es por nada, si quieren presentar evidencia al juez. O sea, no es por nada. también. Bueno, resulta y acontece que... ¿Qué nombre le ponemos a la persona, al chavo? Roberto Uni Gómez Red, Uni Bolaños. Roberto Gómez Bolaños se enamoró de La Noche Oscura. Este nombre de La Noche Oscura se lo ganó porque, voy a ir al grano, Roberto Gómez Bolaños se enteró que La Noche Oscura estaba con 5 hombres más aparte de él. Mierda. Así son No. todas son Mira, iguales. marica, ¿cómo? Aclaro, Como en era Twitter. una bandida, porque era de Colombia. Uy. Era Ey, colombiana. es ¿De que qué todas las parte de bandidas, marica, Colombia, es que todas Javi? las ¿De qué colombianas parte son de bandidas, Colombia? marica. Bogotá. Bogotá. Uy, es que, Y... Javi, es Se que no llamaba te metas nunca Fernanda. con una bogotana, marica, es que vos... Uy, pero no perdón, tiene nombre de bandida, Roberto, no tiene... Las Fernandas usualmente son bien. ¿Cuál es el segundo ¿qué, nombre? no? Esta Ah, no lo fue. Esta no lo fue. No, para nada. Bueno, Era tóxica hasta como amiga. Oh. Wow. entonces, pues La Noche Oscura estaba con
Roberto Gómez Bolaños. Roberto Gómez Bolaños, ajá. Y pues se enteraron todos porque todos eran amigos. Oh. O sea, Todos andaban ¿cómo con así? la A ver, a misma. ver, a ver, a ver, a mí no me La contaron eso, ¿eh? mayoría, la mayoría eran ¿Se amigos. puedes callar? No es cierto. Sí, No. sí. A ver, ¿a quién le vamos Oye, a creer? Y se Oye, pelearon Jay, entre ellos ¿yo por pero- la una prieta. conozco? No. 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 Mm, O sea, al saber que estaban siendo engañados, aún se quedaron ahí y decidieron ganarse su amor. Entre ellos, Roberto Gómez Bolaños. Porque cada que Ok. dices el nombre de ese le apuntas a Javi. No, porque Ah, mira que la yo- casa me es de gusta. allá de Sí, me un gusta la vida poco. por allá. Me está Me gusta apuntando ver con mi su casa. cola desde que inició la historia, no te preocupes. Sí, ya me eché unos chihuahuapedos. Qué asco. Bueno. Bueno, como decía, en esta historia, pues al final la noche oscura se llamó así porque, pues en una noche muy oscura, ¿quieres continuar el chisme? Yo te doy libertad de No, continuar el no chisme. está contando todo mal, pero continúa. ¿Cuándo Sí, has visto pues, una que no me noche acuerdo, güey. iluminada? Oye, sí, Por eso te ¿verdad? digo que lo cuentes tú porque no me acuerdo del todo. Uy, Cuéntalo. Es que voy a llorar. Ah, no va a llorar Roberto. Roberto, voy a llorar. Roberto, voy a llorar. Pero Roberto, Roberto, no seas estás marica. hablando ahorita con una chava, Roberto. Roberto está hablando ahorita con una mujercita, Roberto. No, cuenta, sigue caray. contando. Ah, como Pero el es que verdadero no me Roberto acuerdo Gómez de la Bolaños. historia. Cuéntale de que nos metieron a un grupo que yo no sabía de ese grupo. Oh. ¿Cómo? Y lo Ah, metieron chinga. con engaños. Ese grupo. Sí, lo de un grupo de una serie y luego le agregaron Marica, ella íbamos a y ir a hizo un un andaño, desmadre. marica, y mira dónde terminamos. ¿Verdad? Ah, Sí, sí, sí. Re chimba. ¿Quién está abajo? ¿Quién está abajo? Nitram. Ah, es este David.